Bonjour Grégory. Bonjour Clara. Merci d'être là aujourd'hui pour ce premier rendez-vous spontané, donc notre podcast de l'écoute du vivant. Donc dans ce podcast, nous allons traiter divers sujets, mais pour commencer, dans ce premier épisode, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on présente tout simplement, qu'est-ce que l'écoute du vivant? Je vais te laisser la parole Grégory. Je voulais savoir, comment est-ce que tu étais venu à créer, l'écoute du vivant et aussi pourquoi, avoir appelé l'écoute du vivant, l'écoute du vivant? Alors, ce qui me fait réagir, c'est la genèse de l'écoute vivant. Elle vient d'une histoire personnelle, mais je me suis rendu compte que mon parcours était analogue à ce qu'avaient fait aussi les anciens, à savoir la capacité à interpréter les signes du vivant. Et pour parler plus concrètement, j'avais besoin d'expérimenter cette problématique d'interprétation des signes avec des personnes qui étaient sensibles et sincères dans la manière de l'expression. Mmh. Et je me suis donc dit, ce qui serait intéressant, c'est de communiquer avec mes amis qui sont danseurs contemporains et de leur proposer des formats concernant de ce que peut nous raconter, de ce que nous on appelle le vivant, en ce qui concerne surtout la dimension de l'invisible. Et dans l'idée que l'invisible est comment dire, le programme, la préinformation de ce que peut manifester ensuite le visible. Et à la fois, c'est l'écoute, mais auparavant, la première chose qui m'est venue, c'est en termes d'intitulé de ce sujet, de ce projet, c'était l'étude du vivant. Et l'étude du vivant, c'est quelque chose que l'on pratique aussi dans le domaine professionnel, mais surtout dans le domaine artistique. J'ai une formation de sculpteur et on avait besoin d'abord d'étudier de comment fonctionnait le vivant avant ensuite de pouvoir proposer une démarche artistique et plastique. Alors l'écoute du vivant a une connotation comme assez contemplative. Ça s'éloigne un peu in fine de pourquoi on a monté ce projet, qui est de proposer ensuite des soins de mieux-être. Mmh. Et, et donc, ce qui était confortable pour nous, c'est qu'il y avait déjà d'anciennes civilisations qui avaient eu cette démarche aussi, à savoir de comment on interprète les signes. Et la problématique majeure était une problématique de survie. C'est-à-dire, comment interpréter les signes qui annonçaient s'il allait pleuvoir demain pour pouvoir ensuite planter des graines, par exemple, et, euh, et anticiper les grands mouvements naturels, ne serait-ce que la relation agricole, à la relation agricole, pardon. Et donc, naturellement, à la fois dans l'expérimentation avec ces artistes contemporains et à la fois dans des études approfondies en médecine ancestrale chinoise, euh, donc juste pour dire que j'ai une formation d'acupuncteur au départ et aussi je me suis formé aussi à la biomécanique humaine et j'ai tout un parcours dédié à la performance. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui, on en fera peut-être un autre épisode. Oui, ça, c'est un autre sujet. Mais en fait, parallèlement, cette question de comment les anciens interprétaient les signes et de comment moi je me suis pris pour essayer de comprendre en ce qui concerne le domaine de l'invisible, le consensus était des études en médecine ancestrale chinoise. Et je me suis rendu compte que ces études de médecine ancestrale chinoise nous permettait d'avoir une approche écologique dans le service des soins, plutôt qu'une une réponse de type réflexe. Et, euh, et donc, c'est la problématique actuelle de tenter de répondre à, à de ce que nous pouvons faire dans le domaine de l'autorégulation plutôt que de proposer un arc réflexe parce que cet arc réflexe, pour revenir à cette question de l'invisible, cet arc réflexe, pardon, va répondre à ce qui est visible.
Mmh. Donc la problématique était de savoir et de comment décoder ce qui est invisible. Et les médecines ancestrales se sont intéressées à ce sujet-là. Mais pour s'intéresser à ce sujet-là, il a fallu modéliser de comment se manifeste le visible par l'invisible. Mmh. Donc ça, c'est une première chose comment dire, à souligner, c'est quels sont les moyens qu'ils ont mis en œuvre pour anticiper le visible en étudiant l'invisible. OK. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'écouter le vivant. L'enjeu, c'était de décoder cet invisible avec un modèle, et donc modéliser quelque chose qui nous permet de décoder l'invisible, c'est les enjeux qui sont posés et que je me suis posé. Et j'ai remarqué que ce que propose en général dans notre civilisation dans le domaine du bien-être, en tout cas dans ce qui concerne les soins de bien-être, pardon, notre civilisation propose des arcs réflexes. C'est-à-dire qu'ils vont se positionner en récoltant des informations, et à partir de ces informations-là, dépendant de leurs connaissances, ils vont décider d'agir dans une certaine volonté. Et, euh, et la capacité de ne pas vouloir, enfin en tout cas de ne pas savoir et de ne pas vouloir, fait partie aussi de l'équation dans ce que nous on entend d'étudier l'invisible. Savoir ne pas vouloir et vouloir ne pas savoir fait partie aussi de l'équation. Et l'idée, c'est de se positionner avec aucune présupposition et se mettre dans la même posture de ce que faisaient les anciens lorsqu'ils interprétaient les signes. Mmh. Si on regarde comment ils faisaient, si on se penche sur l'archéologie, autrefois, ils interprétaient des signes, des craquelures sur des os, on appelle ça l'ostéomancie, qui s'est transformée petit à petit en kéliomancie, c'est-à-dire la capacité à lire des oracles sur des carapaces de tortues, ça c'est assez connu. Et, euh, et donc il y a toute une récolte d'informations qui a été visible du fait qu'il y a eu l'interprétation de signes, sauf qu'il n'y a pas d'écrit ni d'étude de comment ils interprétaient les signes. OK. Et c'est surtout ça qui est le fil conducteur de ce que nous proposons en termes de pédagogie avec l'écoute du vivant. Mmh. Parce que nous présupposons pas, nous récoltons pas des informations, nous développons la capacité à interpréter les signes par des interactions sensorielles. OK. C'est-à-dire que lorsqu'on touche un corps vivant, il va nous transmettre des informations qui va nous soulever des interrogations, et à partir des interrogations, on va les ordonner dans le sens archiver. Ouais, récolter un peu. Et ce qui est remarquable dans ces médecines ancestrales, surtout chinoises, c'est que ces archives sont millénaires. Mmh. Et ça crée un modèle extrêmement juste et, euh, et performant, à tel point qu'ils ont pu remarquer une certaine rythmicité dans la qualité de l'information, et notamment si on fait référence aux méridiens. Et plus on se met à disposition de cette étude-là, et plus on se rapproche de ce qu'on nomme, nous, le réel. OK. Donc ça, après, ce sera peut-être des épisodes où on décrira un peu plus en détail, bah, par exemple, tu disais que c'était, des études qui étaient millénaires, on verra peut-être un peu plus, plus tard, Bah, la dimension, en détail. oui, c'est ça. Après, la dimension technique, c'est encore un autre sujet. Euh, Même si on peut quand même noter qu'ils avaient besoin, ces anciens, de modéliser encore une fois cette problématique d'espace-temps, c'est-à-dire de mesurer la célérité du temps et coordonner la spatialité. Mmh. Et la spatialité et la temporalité va nous permettre de normer de là où il faut se positionner au service de l'interprétation des signes. Et lorsqu'on travaille sur cette dimension sensorielle, les anciens, eux, ils l'ont nommé en termes de qualité yin ou yang. Les anciens
de ce que nous disent les Chinois. Mmh. Et, et donc, le yin-yang est un système de classification pour positionner un élément ou positionner un état, c'est à la fois forme et fonction. Mmh. Et pour rapidement parler de ces modèles-là, ce qui a été remarquable, c'est que à partir de l'observation de quelque chose qui était mobile et quelque chose qui était immobile, ils ont pu mesurer le temps par rapport à un espace. Et donc la première chose que l'on peut souligner par rapport à ces recherches, c'est la dimension astronomique ou les études en regard de la cosmologie. Mmh. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une étoile que nous, en hémisphère nord, s'appelle l'étoile polaire, Mmh. qui serait la croix du Sud pour l'hémisphère sud. Et ils se sont rendus compte que cette étoile-là, elle ne bougeait pas tout au long de l'année avec tous les événements saisonniers. Donc à partir de cette étoile polaire-là, ils ont pu coordonner la spatialité et mesurer la célérité du temps par les mouvements de notre étoile, qui est le Soleil, et ils ont pu positionner ces fameux points cardinaux pour se repérer dans l'espace et donner ensuite une notion temporelle. Le calendrier? De Ouais, calendrier, c'est donc ça. ça présuppose exactement la problématique du calendrier saisonnier, Mmh mh. de comment et à quel moment il faut planter les graines pour subvenir à ses besoins archaïques de survie, si on peut dire. Et, et donc c'est d'une grande valeur de regarder le ciel et pour pouvoir ensuite positionner de ce qui se passe en bas. Et les anciens même le précisaient, de tout ce qui est en haut se manifeste en bas. Et par déclinaison, on va parler de relation de macrocosme et de microcosme. Et ce fameux microcosme-là va être le reflet de ce qu'il y a dans le macrocosme, et cela va justifier les manifestations diverses qui se positionnent dans le temps et dans l'espace vis-à-vis des saisons, mais surtout en regard de ces fameux méridiens. C'est juste pour fermer la parenthèse par rapport à ce qu'on pourrait aborder en ce qui concerne la technique. OK. Alors justement, à propos de la technique, puisque moi, en tant qu'étudiante, à l'écoute du vivant, j'ai déjà un peu, commencé à intégrer tout ça. Mais pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu plus la formation justement de l'écoute du vivant? Alors la formation, elle s'appuie sur cette dimension pratique, sur cette dimension, en tout cas au service de la dimension sensorielle. C'est une formation axée sur la pratique. Cette pratique-là, elle va nous inviter ensuite à creuser la question en ce qui concerne les connaissances. Et donc l'aller-retour se fait par la pratique, donc c'est une polarité d'action, on peut la nommer yang, pour ensuite se substanter et se nourrir d'informations au service d'une prochaine échéance d'action. Donc cette, ce- cette idée-là alterne aussi avec les lois universelles qu'on nomme yin-yang. Yin étant la substance et yang étant la pratique. Et donc cette dimension théorique-là est au service de la pratique avant tout, et on ne présuppose pas de coller de la connaissance à la pratique. Ça, c'est essentiel en ce qui concerne la pédagogie au sein de la formation de l'écoute du vivant. Et l'écoute du vivant, par la manochi-thérapie, donc va appliquer cette méthode. Manochi-thérapie, main pour mano, et chi pour le souffle vital, et thérapie, la capacité pour la personne qui prend le soin à s'auto-réguler. Et donc pour comparer ce qu'on a l'habitude d'avoir dans l'acquisition des compétences par rapport à l'acquisition des compétences avec la formation de l'écoute du vivant, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle le Wu Wei. Le Wu Wei, c'est la capacité à rester dans le courant de ce que nous guide la nature. Et ce qui est à contre-courant, ça va être le recensement de signes qui va nous emmener ensuite dans une logique
de, de présupposition et de nomination d'un état et d'une application ensuite de techniques. Des réflexes dont tu parlais tout à Et l'heure. donc on parlait voilà, tout à l'heure de réflexe, exactement. Et cette notion-là qu'a nommé les anciens Wu Wei est un des piliers dans l'application technique de la manochi-thérapie par ces lois universelles yin-yang. L'aller-retour entre la capacité à suivre le vivant, à écouter le vivant, être dans le Wu Wei, c'est-à-dire l'art de faire sans rien faire d'apparence, va nous donner ensuite un contact subtil de ce que nous on nomme l'invisible. Et il y a une certaine qualité à entretenir concernant la rythmicité et le positionnement. Et cette rythmicité, ce positionnement-là, va être dépendante de mains agissantes. Les deux mains vont donc agir en même temps, pas par présupposition de recensement de signes, mais par biofeedback entre les mains et avec différentes positions ergonomiques sur le corps qui nous permettent à la fois d'agir sur la dimension yin de la personne, donc c'est-à-dire l'aspect fonctionnel qui touche la dimension Ostéo. ostéo-articulaire par exemple, ou digestive, ou maintenant par ce contact-là lié à l'invisible, et bien donc aussi à la dimension aussi émotionnelle Mhm. ou supra-subtile. C'est là qu'on se met du coup à l'écoute du vivant. Et c'est là qu'on se met à l'écoute du vivant. Et l'outil va être la manochi-thérapie, et la posture est liée à l'écoute du vivant. Donc l'écoute du vivant est très influencée par le taoïsme et l'animisme. Et, le confucianisme va être un support philosophique aussi, mais dans tout autre type d'études où on intègre aussi la dimension spirituelle dans l'homme est valable. Hein. Donc c'est une technique qui est, en tout cas une formation qui ne propose pas un schéma linéaire, dans Mhm. le sens où on va acquérir des compétences techniques et ensuite reproduire le geste euh, suite à un recensement de signes. Euh, Évidemment que cela ne marche pas comme ça. On se rend bien compte que les portes d'entrée sont multiples, et encore plus remarquable, c'est que les portes d'entrée de soins sont diverses selon les personnes qui prodiguent le soin, Oui, évidemment. puisqu'on est encore dépendant des lois yin-yang. Euh, Lorsqu'on parle d'un sujet avec une personne, avec une autre personne, on va avoir un autre angle, même ne serait-ce que dans le vocabulaire, ensuite remplir la grande charge qu'on a, qui est de la qui est de communiquer. Ok, donc ça c'est très important et intéressant sur le contenu, j'ai envie de dire, de la formation. Mais maintenant, pour parler peut-être plutôt du format, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment elle se déroule, un peu voilà, les formalités. Alors, on est pris par on est pris par un planning, par un calendrier circulaire, dans le sens où on va aborder à la fois en pratique et à la fois en théorie les conditions de comment se mettre à disposition d'un soin écologique, c'est-à-dire dédié à l'autorégulation de la personne qui prend le soin. Euh, la formule qu'on propose dans un premier temps, c'est une formule initiale, c'est-à-dire que c'est pour acquérir le vocabulaire de base et le positionnement de base le plus, le plus, comment dire, équilibré possible. Mhm. Et c'est un format de 10 stages sur 2 jours. À chaque stage fait 2 jours.
Donc c'est des journées qui sont assez costauds parce qu'on commence assez tôt et on finit un peu tard. Les week-ends. Les week-ends. Donc ça demande un investissement quand même important. Ce n'est pas parce qu'on vient en stage qu'on acquiert les compétences. Il y a un travail dans la vie ordinaire aussi à entretenir en dehors des stages. Et, euh, et donc ça fonctionne comme ça, c'est un modèle circulaire pour ensuite se repositionner dans les mêmes conditions. Et ce qui est intéressant, de mon point de vue, c'est que même si on étudie le même sujet, eh bien, le deuxième cercle va vous faire apparaître un autre sujet. C'est assez délicat, c'est assez subtil à comprendre. C'est que lorsqu'on étudie un, un sujet de cette nature, vous allez pouvoir creuser sur la pertinence de votre positionnement parce qu'il y a eu un engrammage d'expérience qui s'est manifesté entre les deux moments où vous faisiez la découverte et ensuite, si j'ose dire, le deuxième cercle, quoi. Enfin, en tant qu'étudiant, du coup, je peux me permettre de témoigner un peu. Et en effet, donc voilà, c'est 10 stages. Déjà, c'est ça aussi que je voulais rajouter, qui sont pas tous les week-ends. Ça va être étalé sur, euh, on est combien? 12 mois, il me semble. C'est ça, sur 12 mois. Et donc voilà, ça laisse le temps entre chaque stage bah, de pouvoir, entre guillemets, j'ai envie de dire, digérer les informations. Donc, et aussi bah, de pouvoir faire un peu notre travail chacun de notre côté parce que il y a tout un travail de reporting de points et puis aussi lecture pardon, de textes un peu méditatifs. Donc quand on fait donc le deuxième cycle, comme tu étais en train de dire, c'est une autre lecture. Alors pour être un petit peu plus précis de comment fonctionne ce schéma d'acquisition de compétences qui fonctionne avec un modèle circulaire, en ce qui concerne le ruban pédagogique, c'est-à-dire qu'on empile des expériences qui ont la même apparence en ce qui concerne leur identité. Un exemple, par exemple, si on étudie les énergies du printemps, et que la deuxième fois qu'on étudie l'énergie du printemps, eh bien, il va se passer un phénomène où on va aborder, en tout cas on va accueillir un certain état d'éveil sensoriel. Et donc ce phénomène-là, il est remarquable, et on le remarque avec les étudiants, c'est que lorsqu'ils font leur travail d'aller-retour en ce qui concerne les études et les textes, et ensuite l'application technique, donc manuelle, et ils se rendent compte qu'il y a un schéma où l'esprit devient plus grand. Et ce que l'on constate, c'est que lorsque l'esprit devient plus grand, donc ce schéma d'éveil se manifeste, eh bien, il y a plus d'informations qui se manifestent dans les mains. Et ça c'est interpellant parce que on se rend compte que l'aller-retour entre l'apprentissage théorique et l'apprentissage sensoriel font finalement fait office de couple vertueux aussi à l'éveil de la personne qui prodigue le soin. Et donc on se retrouve dans une situation où la thérapie devient en fait double, où la personne va donner, oui, un soin, mais cette personne-là, lorsqu'elle donne le soin, va accéder à un schéma d'éveil, à son propre éveil. Donc on peut dire que c'est une forme de thérapie pour le thérapeute et une synthèse de thérapie manuelle, ce parti pris-là. Mais ça a un coût où, dans le sens, il faut s'investir pour accéder à ce qu'on appelle, en tout cas de ce qu'on peut dire lorsqu'on creuse en soi. Et donc la posture est à la fois le travail de l'énergie, le travail de l'information, mais
au service et à disposition. Et ce n'est pas linéaire ni unilatéral, ça reste dans un processus circulaire et donc écologique. Ok. Et je pense que c'est aussi intéressant d'ajouter, parce que je pense que toutes les personnes qui écoutent le podcast ne connaissent pas forcément l'information, ou même l'Instagram, parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà dit, la formation n'est pas ouverte que aux thérapeutes. Pour ma part, je ne suis pas thérapeute, mais c'est pourtant une Bah, formation que je sais. c'est plus difficile pour les thérapeutes presque parce qu'il il va falloir qu'ils se mettent à disposition d'un aller-retour euh, entre ce qu'ils ont déjà appris Mm. et donc dans quoi ils se positionnent et qui est très performant. Hein, c'est pas du tout l'étude ni la question. C'est la capacité à l'introspection qui va être surtout, comment dire, c'est la capacité à l'introspection qui va être la première difficulté, si on peut dire, où la personne va très vite être dans ses limites, parce que là, on a affaire à la réalité du vivant. Et donc là, ce vivant-là, il est pas sous condition de comment se manifeste telle ou telle situation. Il est animé par une posture inconditionnelle. Et cette posture inconditionnelle-là va pousser les limites de, de cette condition qui est justement l'application de techniques qui a été apprise sous condition. Donc c'est un peu subtil à comprendre ce que Mm. je tente d'expliquer là, mais, Et mais ça vaut pour un thérapeute ou non d'ailleurs. voilà, c'est valable pour tout le monde, Ouais. mais spécialement aussi pour les thérapeutes, puisqu'ils sont déjà performants dans leur Oui. domaine, mais ils ne sont pas confrontés si j'ose dire, au réel du vivant. Mm. Donc c'est un peu, euh, comment dire, c'est pas une discussion, enfin c'est pas en tout cas c'est pas une ouverture à une discussion hermétique ni ésotérique. C'est que lorsqu'on étudie les médecines ancestrales, ils mettent à jour toutes les dimensions humaines. Et donc, si la personne a un blocage ostéo-articulaire parce qu'elle sort d'un match de foot ou d'un mouvement inapproprié dans sa Quotidien. discipline sportive ou dans la vie ordinaire, dans la vie quotidienne, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui se fait une entorse à la sortie d'un mariage Mm. ou même ou même suite à une situation de deuil, par exemple. Mm, mm. Ce n'est pas du tout les mêmes coordonnées énergétiques sur le plan informationnel. Et donc, cette mise à disposition-là, elle a été recensée et étudiée par les médecines ancestrales. Et c'est là où, on est confronté à certaines limites techniques, Mhm. en tout cas de ce que proposent aujourd'hui les Limite. services Ouais. de mieux-être. Il y a une limite technique puisque la posture, en tout cas la proposition reste linéaire, Mhm. où la personne vient avec un état et la réponse est linéaire dans le sens où on va donner une réponse à la branche de pourquoi la personne est venue. Et elle ne va pas s'intéresser à la racine de pourquoi la branche se manifeste, de pourquoi elle est venue. Oui, exactement. Mm. Merci pour toutes ces informations. Et est-ce que, avant de conclure, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, justement? Alors, ce que je pourrais ajouter, c'est tiré d'un écrit du Tao Te Ching où il précise qu'il faut, lorsqu'on écoute ou lorsqu'on étudie le vivant, euh, on a tout intérêt de remplir le ventre et de vider le cœur. Et nous, on l'interprète comme une bonne bouffe et, euh, et regarder un film comique, mais il n'est pas question de ça. Lorsqu'on parle de remplir le ventre, c'est la capacité à acquérir un certain nombre d'informations qui ne sont pas de l'ordre du tangible.
Et lorsqu'on a une discussion, par exemple, hein, cette discussion, elle peut être plus ou moins indigeste. Il est question de cette digestion afin de substanter le sang pour nourrir l'esprit. Et l'esprit euh, habite dans le cœur pour les anciens. Il n'habite pas dans le cerveau. Le cerveau va être le suppléant du cœur. Lorsqu'on enlève le cœur, on a très peu de chances de vivre dans les secondes qui viennent. Le cerveau peut être inopérant, on peut continuer à avoir une vie végétative. Et donc remplir le ventre, c'est la capacité à, à se nourrir d'une certaine qualité d'information afin que l'esprit soit dédié à accueillir le vide. Et c'est un des jalons qu'on retrouve aussi dans certaines quêtes alchimistes pour transformer le plomb en or. Et là, il est question d'éveil. Donc c'est important de le noter pour l'application en manothérapie par ce projet Écoute du vivant. Eh bien, une bonne méditation nous attend avec cette phrase, vider le cœur et remplir le ventre. Merci. Merci pour cette discussion. J'espère que vous, auditeurs, ça vous en aura appris un petit peu plus sur l'écoute du vivant. N'hésitez pas à nous poser une question si vous en avez pour les prochains épisodes sur Instagram et aussi à noter le podcast pour nous soutenir. À très bientôt. Au revoir.